Ici à l'Académie du Gros Son, on interviewe le maître du gros son. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement eu la chance d'interviewer un maître du gros son en la personne de Johan Meyer. Johan est l'ingé son qui mixe en live entre autres Gojira, il a travaillé beaucoup avec Gojira, mais aussi en studio avec eux. Donc il fait du live, du studio, donc on a beaucoup parlé des deux aspects. Il a participé aux 2 derniers albums de Gojira, donc il en a beaucoup parlé, il nous a donné beaucoup de trucs sur comment ça a été fait. On a parlé de son parcours, on a parlé un peu de son, de production, de live. Il nous a donné beaucoup de temps et il nous a partagé beaucoup de choses super intéressantes. Donc c'est vraiment une top interview. On a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir l'interviewer. Juste avant d'entrer dans le vif de l'interview, pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà, clic, c'est fait. Hop, un petit like pour la vidéo si vous aimez bien aimer Monsieur Meilleur parce que il est le meilleur. Et pour devenir le meilleur comme lui, tu peux aller sur notre site internet dans la partie bonus. C'est www.academieducourson.com/bonus. Là-dessus, tu t'inscris avec ton adresse email dans la petite boîte qui est là pour cet effet et tu reçois plein de petits cadeaux, petits bonus super cool comme un guide d'achat avec du matos qu'on conseille pour des home studistes débutants. On a des plugins gratuits que tu peux télécharger très vite pour remplir ton DAW de plugins en plus de ce que tu as déjà dedans. Tout ça sans dépenser des sous et finalement un tableau de fréquences pour le mix où tu peux un tout petit peu mieux commencer à identifier les fréquences importantes par instrument dans tes mixages. Voilà, je pense qu'une fois que tu as fait tout ça et que tu es revenu ici pour regarder Johan parler de tout son gros son, voilà, faisons ça. Hein. On va chercher le popcorn, un bloc-notes et on y va. Salut Johan, d'abord 1000 merci de nous consacrer un petit peu de temps pour répondre un peu à nos questions et à partager avec les académiciens et les académiciennes ton expérience. Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que tout va bien pour toi. Merci, ça me fait plaisir d'être là aussi. Super. On va rentrer dans le vif du sujet si ça va pour toi. On va commencer un petit peu. On est un peu curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené dans le son, la musique. Enfin, comment t'es arrivé à te retrouver derrière les manettes. Ça remonte à il y a 20 ans maintenant. Ouais. Moi je viens de Suisse en fait. Okay. Et là je suis en vacances dans la ville où j'ai grandi, où il y a toujours un petit club de rock qui s'appelle l'Amalgame. Ok. C'est un club qui fait... à l'époque, on faisait pas mal de rock et de metal. Maintenant, ça s'est vachement diversifié. Et en fait, j'avais des amis qui géraient ce club-là. Genre en 2001, 2002, 2003, par là. Mm-hmm. Et puis un jour, je commençais à traîner par là. Parce que je faisais des études d'ingénieur, mais pas d'ingénieur du son, en fait. Plus d'ingénieur dans l'industrie. D'accord. Mm-hmm. Donc, j'avais toujours été attiré par l'électronique, les boutons, des trucs comme ça. Et ils ont eu des problèmes de personnel. Et au début, j'avais commencé par faire les lights. J'étais là, on n'a plus personne au light. Est-ce que tu peux faire ça? D'accord. Donc, j'étais là, ok, je sais pas trop comment ça marche. Mais j'avais le mode d'emploi je sais même plus quelle console c'était. Uh-huh. Donc, j'avais lu le truc, puis j'avais réussi à faire clignoter des lumières. Et j'étais hyper content. J'avais compris comment le DMX fonctionnait, l'adressage et tout ça. Et quelques mois plus tard, c'est le mec qui faisait le son qui était plus là. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire du son? J'étais là, oulala, ok. Donc, pareil, on avait quoi? On avait une Midas XL 250 à l'époque, super console. Uh-huh. Plein de compresseurs DBX, les trucs un peu standards de club, les reverb Yamaha et tout ça. C'est quand même donc, il y a aussi le mode d'emploi. Alors. Ouais, tu sais, c'est la Suisse, donc c'est un peu comme en France, il y a de la subvention. Okay, donc il y avait du matos assez cool en fait. Oh nice. C'est pas comme aux US ou en Angleterre où t'as une demi-sono et une vieille table toute pourrie qui tombe ouais voilà. Donc pareil, j'ai lu le mode d'emploi et tout ça et je suis un peu tombé là-dedans comme ça. Donc j'ai jamais vraiment eu jamais vraiment voulu être musicien ou vraiment me dire je veux faire ingénieur du son parce que ça a l'air super et tout. Mm-hmm. Mais en fait, c'est quand je suis tombé là-dedans, quand j'ai commencé à utiliser le matos. Après, je voyais des groupes qui viennent, donc tu les accueilles et tout ça. Puis de plus en plus, je me suis dit moi en fait, je veux être avec le groupe. Okay. Et des années plus tard, je commençais à bosser pour une boîte de presta où tu fais du festival, des machins, des trucs comme ça. Donc pareil, je voyais des gros groupes arriver avec leur ingé son qui se pointent et tu dis ouais, je veux faire ça. Et en parallèle, un collègue à moi m'a vendu tout son matos de studio. Okay. Donc j'étais là, tiens, je vais essayer ça aussi. Ok.
Donc, commencer avec... qu'est-ce que j'avais? Je crois que j'ai commencé sur un Logic quand ça a tourné encore sur PC. Ok. Des interfaces Motu, quelques préamps. Après, je suis passé sur Cubase et après sur Pro Tools. Et comme d'hab, en fait, tu fais les groupes du coin au début. Bien sûr. Puis tu te fais la main pendant des années, des années, des années. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, ça n'existait pas. Il n'y avait pas trop de tutoriels. Donc, c'est un peu vraiment à l'expérimentation. Okay. Et en fait, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, quoi. Et petit à petit, après, tu commences à travailler avec des groupes un peu plus régionaux. Et puis après, ça monte gentiment. Tu commences à faire des tournées. Et puis, comme ça, quoi, de fil en aiguille. Donc là, on est en 2003, tu tombes dedans un peu, entre guillemets, alors par accident. T'aimais quand même bien la musique, rassure-moi. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ok, cool. Oui. Et c'est un style de musique là-bas, donc tu disais c'était une boîte qui faisait du rock et du métal, c'était déjà quelque chose que tu écoutais, que tu connaissais ou... Ouais. Mais je suis un peu tombé là-dedans à cette époque-là aussi, parce que moi, j'étais plus dans le côté électro pendant longtemps. Ok. Et j'avais même des platines vinyles, toute une collection et tout ça. Ok, donc t'avais déjà un attrait pour la musique quand même. Ouais. Ouais, j'avais quelques claviers. Aussi à l'école, je prenais toujours les cours de musique. Ok. Donc j'étais toujours intéressé par la musique. Toujours, j'en écoutais tout le temps. Des milliers de CD dans la voiture, tout le temps. Et donc ça, c'est vers 2003, tu disais. Donc là, tu étais en train de faire des études d'ingénieur. Et donc, en fait, tu les as terminées, ces études, ou directement, tu as été bossé pour... Ok, directement, c'est là que ça a mal tourné. Bon, d'accord. Ouais. Le début de la fin. Et donc, tu as commencé à bosser pour cette boîte de Presta. Et donc, du coup, c'était ton job. Et le côté studio, tu as commencé ça vers quelle année, plus ou moins, alors? Vers 2005. Ouais, très vite, quoi. Même avant, parce que j'ai revu des potes avant que j'avais enregistré. C'était mon tout premier enregistrement et il est sur Spotify. Et sur Spotify, il est daté 2005. Ok. Donc on avait bien enregistré ça une bonne année avant. Ouais. Donc 2004 par là. Donc tu t'es mis à bosser tout de suite et tu faisais live et studio et t'as toujours fait ça en parallèle alors. Ouais. Donc je faisais vraiment Presta. Pour le côté alimentaire. Hein. Puis c'était quand même cool. Hein. T'apprends beaucoup aussi. Hein. Ok. C'est sûr. Je faisais du live avec des groupes, genre le week-end, tu vois, trucs comme ça. Ouais. En Suisse. Et du studio en parallèle. Mm-hmm. Quand on me demandait... parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque où j'habitais. Ouais. Donc je faisais un peu tous les groupes de métal, de hard du coin, quoi. C'est ça. Et c'est quoi le coin, si tu peux partager C'est Yverdon-les-Bains. C'est environ à 100 km de Genève. D'accord, ouais, cool. Ok. D'accord. C'est un beau C'est au bord d'un lac, c'est pas le lac Léman ou le lac de Genève, comme vous dites. C'est un lac de Neuchâtel, c'est un autre lac. C'est très cool. Ok. Ça a toujours été... à l'époque, il y avait pas mal de groupes de métal qui venaient d'ici. Entre Lausanne et Yverdon, il y avait des trucs pas mal qui sont sortis de cette région-là. Donc t'avais de quoi te faire la main un petit peu à ce moment-là, quoi. Ouais. Ok, cool. Et alors, du coup, t'as appris... par toi-même, t'as pas fait d'école, donc c'était dans les manuels. À ce moment-là, peut-être un peu déjà il y avait pas grand-chose peut-être sur Internet, mais des bouquins. Donc, tu trouvais l'information où alors à ce moment-là? Ou il y a des gens qui t'ont aidé? Non. Ok. Non. Après, on était toute une bande de potes, donc on se file un peu des tricks, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. C'était vachement. En fait, c'est le truc le plus dur. Et ça rend complètement fou, c'est tu fais un mix, puis après tu le compares avec un truc que t'aimes bien. Ah, ça, on est tous passés par là. Et puis t'essaies de savoir où est la différence et pourquoi, comment. Mais après, c'est vrai que quand Internet est arrivé, Mix with the Masters, où il y avait Pure Mix, qui est à New York, fait par un Français, qui est assez cool. Ouais. Enfin, tous ces trucs-là, c'est clair que ça a vachement aidé, quoi. Il y a genre une dizaine d'années. Quand ça, c'est arrivé, quand tu peux voir un de ces gros mixeurs, t'es là, ah ouais, ok, il fait ça, ok. Mais super, parce que c'est un exemple, parce qu'on a déjà fait quelques interviews et souvent, tout le monde n'est pas forcément passé par une école et ça montre bien que, à partir du moment où t'es passionné et surtout que tu mets les heures, que tu travailles et que tu te poses les bonnes questions, t'es l'exemple un exemple en plus qui permet de dire, voilà, on peut y arriver, quoi. Ouais, en fait, c'est ça le secret, c'est, quand on pose la question, c'est plus, connaître le matos, c'est une chose, mais en fait, c'est surtout développer son oreille et ses propres goûts et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Exactement. C'est une espèce de bataille constante contre notre propre cerveau, en fait. C'est pas faux. C'est plus que tes oreilles, en fait. Ouais, tu te bats avec ton propre cerveau. Ouais, absolument d'accord. Non, c'est plus ça, en fait,
qui est un peu le truc qu'il faut surmonter. C'est beaucoup de pics et de valleys. C'est vraiment, on peut être ultra déprimé, je sers à rien, je suis nul, tout de coup, c'est le meilleur mix du monde. Et puis, c'est passer des steps, en fait, gentiment, à travers les années, tu passes des étapes et tu regardes toujours, ok, je suis à peu près là maintenant, je vais aller là, c'est quoi, je vais écouter ça. Puis en même temps, t'as toute la musique qui évolue, toute la production qui évolue. Forcément. Ouais. Donc, Ok. le matériel, tout évolue, donc faut un peu se rester à la page. Et, mais ouais, comme je le disais, c'est vraiment un peu savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est ça le plus dur. En tout cas pour moi. Ok. Et tiens, tu disais que tu faisais du studio aussi à l'époque. T'avais un endroit à toi ou c'était en mode guérilla dans le local de répète ou quoi Alors, j'ai commencé où j'avais du matos que je mettais dans ma bagnole, puis j'allais dans les locaux de répète des groupes. Après, j'ai eu un tout petit studio dans le local de répète d'amis. Et après, on a déménagé dans un local plus grand où on a construit un studio. Mais c'était le local, c'était plus comme un espèce d'appartement en fait. C'était dans une usine et puis c'était un peu l'appartement du concierge ou un truc comme ça. Okay. Ah, cool. Donc on n'a pas eu de construire de murs et tout ça. On s'est juste installé en fait dans les pièces. Puis la plus grande pièce c'est devenue la live room. Ouais. Donc ça j'ai eu pendant un bon moment. Jusqu'à ce que en fait le bâtiment se fasse racheter, les loyers augmentent et puis là on est parti. Et après, ça c'était dans les années 2012-13. Et après, je suis parti à New York construire le studio avec Joe, genre en 2014, par là. Oh, déjà, ouais. Donc, cool. ouais, ça remonte. On s'est rendu compte l'autre jour, ça remonte. Je me souviens encore avoir lu les premières sorties officielles que le studio allait venir. Ouais. J'ai l'impression que ça remonte à peine quelques années, mais non. Ça devait être. Je crois qu'il a commencé tout seul en 2014 et moi je crois que j'ai rejoint en 2015. Ok, ouais. Cool. Et Magma est sorti en 2016, ouais, donc c'est un peu dans cette période-là. Ok. Et maintenant, quand tu travailles en studio, alors tu travailles plus que uniquement là-bas, alors ça devient ton point de chute? Ouais, principalement, ouais. Après, ça dépend. Pour le rec, ouais. Quand je suis aux US, j'avais eu quelques offres pour venir faire du rec en Europe, mais il y a eu Covid, donc tout est tombé à l'eau. Forcément, ouais. Et du coup, pendant toute la période Covid, là, j'ai vraiment mixé chez moi, en fait. J'ai une petite régie que j'avais dans mon appartement. Ok, cool. Parce que New York, c'était juste infernal. Donc, même prendre le métro pour aller au studio, j'étais pas très chaud. Et puis j'avais tout mon petit matos chez moi. Et puis ça marchait aussi. Hein. C'est peut-être pas aussi bien, mais ça a fait le job. Ok, c'est cool. Mais ça, tiens, justement, c'est une question. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Tant qu'on est sur l'histoire, restons un peu sur l'histoire. Ouais. Et donc, du coup, toi, t'es ingé son, live, studio, tu mixes, tu rec. Tu produis aussi un petit peu ou tu te considères plus comme ingé son plutôt rec et mix? Plus comme mixeur, ingé son. Enfin, au jour d'aujourd'hui, quand tu enregistres, ou même que tu mixes, tu es obligé de faire un peu de production au final. Parce que rien que le fait d'ajouter des samples sur une batterie, les samples que tu choisisses. C'est un choix, ouais. Moi, je compte ça un peu comme de la production et tout. Enfin, c'est toujours un peu à savoir où s'arrête la production et où commence vraiment le boulot d'ingé son. C'est toujours un peu, tu sais pas vraiment où c'est. C'est clair. Mais je me considère pas comme un producteur, non. C'est plus mixeur. Et du coup, toi, t'es plus à l'aise, donc t'es vraiment spécialisé dans le mixage, tu te sens plus mixeur et spécialisé dans un style, alors en général? C'est quelque chose que tu mets? Oui, plus dans le rock metal, mais j'ai fait aussi un album de pop, des albums plus folk, des albums avec plein de claviers partout. Enfin, ouais, le style ça me dérange pas en fait. Je pourrais faire un peu tant que j'aime le groupe, je pourrais faire un peu n'importe quoi en fait. Je suis pas trop regardant à ce niveau-là. Faut vraiment, par contre, que la musique me parle. C'est ça. D'accord. Ok, cool. Et justement, quand tu abordes un nouveau projet, je sais pas comment ça se passe, si les groupes te contactent ou comment ça se passe en général. Tu t'apportes. Donc toi, tu t'occupes plus du mixage ou ça t'arrive quand même encore d'enregistrer beaucoup pour le moment où t'es vraiment mixeur? Ça dépend les demandes en fait. Le dernier que j'ai fait avant de partir en tournée, c'est ce groupe anglais Urne. Et là, j'ai enregistré et mixé, ouais. Ok. Et pour moi, c'est toujours mieux parce que quand j'enregistre, je processe pas mal à la prise. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai un peu les trucs que j'aime bien
au mix, quoi. Justement, c'est ça ma question. Quand tu commences un projet, alors, tu l'abordes avec quel état d'esprit? T'as des certaines formes d'exigence par rapport aux possibilités techniques ou tu discutes avec le groupe? Ça se met en place comment, en fait? Bon, déjà, je demande un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Par exemple, si je reprends cet exemple de ce groupe Urne, eux, ils voulaient vraiment un truc un peu plus, entre guillemets, old school. Ouais. Où on entend vraiment plus le groupe et un peu moins l'électronique. Et donc j'étais là, ok, donc il faut faut créer un peu de la patate à l'enregistrement. Donc là c'est cool parce qu'on a une console SSL, on a plein de préambles, des API, des machins. Donc tu peux vraiment insérer plein de trucs quand tu fais les batteries, mettre des EQ, déjà avoir un peu d'énergie, avoir quelque chose et vraiment d'avoir dans le son brut déjà une énergie, quelque chose qui leur plaît et qui les inspire après plus tard quand tu fais les grattes ou la basse ou le chant. Okay. Et déjà donc là je parle vraiment de la batterie parce que c'est un peu le début de l'enregistrement de toute façon. Et donc j'aime bien déjà avoir quelque chose à la base justement. Pas vraiment avoir des pistes toutes plates où il se passe rien parce que après ça prend du temps à créer aussi. C'est aussi pour une question d'aller le plus vite possible en fait. Dès que t'as déjà ça qui est dans l'enregistrement, t'as déjà une base et tu mixes après. Et aussi pour le groupe c'est cool parce que t'envoies les rough mix, ils s'habituent, puis t'envoies un mix, puis ils sont là, ah ouais c'est le rough mix mais un peu mieux. C'est ça, donc ça crée pas trop de problèmes. C'est ça, c'est idéal. Et quand ça t'arrive de te retrouver juste comme mixeur et que les gens t'envoient des pistes et tu te dis oula qu'est-ce que je vais faire avec ça, ou en général t'es un peu sélectif quand même, ou t'essayes de trouver des trucs et astuces pour que ça n'arrive pas? Non, alors quand je reçois les pistes en fait pour moi le plus gros problème que je vois c'est que c'est pas que l'enregistrement est mauvais, loin de là. C'est que l'enregistrement correspond pas vraiment à la musique. Des fois. Genre un morceau qui a besoin d'une batterie peut-être un peu plus punchy, et plus rock. Et en fait, c'était enregistré très bien, mais c'est plus dans le côté un peu folk, tu vois, une batterie un peu toute mutée, qui respire pas trop. Ou tu fais un truc de métal qui doit être vraiment gros et énorme, et puis en fait, la batterie, elle était enregistrée super flat, ou les guitares sont un peu dark, ou les trucs comme ça. Donc, la batterie, tu mets des samples, les guitares, je les réempasser souvent, en fait. Ok. Ah ouais, quand je trouve que c'est... les guitares, c'est vachement dur, hein. C'est soit c'est très dark, ou soit c'est très bright. Et c'est vachement dur d'avoir le juste milieu, en fait. Ok. On est bien d'accord, oui. Et c'est aussi assez facile, dès que t'as fait un peu ton son de batterie et de basse, tu réampes les grattes. Puis moi, quand je les réampe, je fais tourner le mix, puis je tweak un peu les amplis et trucs comme ça. Puis je suis là, ah ouais, là c'est cool, je trouve que ça colle bien. Ok. Et c'est toujours plus facile que de mettre 15 EQ, 36 compresseurs. Parce que les guitares, ça pardonne pas trop en fait. Une batterie ou une basse, tu peux processer, il n'y a pas vraiment de problème. Mais les guitares, c'est différent. Tu perds vite quelque chose, quoi, si tu processes trop. Et du coup, tu réampes, donc c'est en cours de mix, en fait, alors, du coup, pour avoir un son qui colle déjà, t'as déjà fait un son de batterie, et... Ah ouais, ok, cool, intéressant. Ça, c'est intéressant. Genre, j'ai fait le dernier album de Rise of the North Star, des Français, super cool, qui font un truc un peu néo-metal, metal, hardcore. Et ils avaient fait un son de gratte, par exemple, qui était très, très, très dark, parce qu'ils veulent beaucoup de low-end. Puis j'ai commencé le mix avec. Puis j'étais là, ok. Puis ça allait pas. J'envoyais des mix. Puis je disais, putain, c'est gratte, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui sent un peu bizarre. Puis on essayait de mettre... et le groupe était assez d'accord aussi. Puis on essayait de mettre un plugin avec l'ampli, mais ça fasse toujours un peu bizarre. Et puis je leur ai dit, écoutez les gars, en fait, j'ai juste allé réamper les grattes. Je prends une journée au studio. Et puis quand j'ai fait le premier morceau, j'ai fait un zoom avec eux pour qu'ils écoutent, puis c'était là, ah ouais, non, c'est cool, je crois que ça marche bien. Et j'ai fait ça, puis après j'ai refait le mix, et ils étaient là, ah ouais, super, c'est génial. Nice. Okay. Donc, des fois, c'est juste faire ça va plus vite qu'essayer, essayer. Ah, cool, intéressant. Et du coup, quand tu mixes, quand parce que tu disais que tu avais la possibilité de mixer un peu chez toi, que tu avais un petit setup, mais la plupart du temps, tu préfères mixer en studio et t'as un setup, t'es plutôt in the box, hybride, t'en es où un peu de ton évolution? Alors là, maintenant, à Silvercore, c'est mortel, on a une SSL Origin, donc je mixe là-dessus. Ok. J'ai toujours un système un peu hybride, en fait. C'est que je fais des bus dans la console et j'insère des EQ dans le Pro Tools. Okay. Donc les EQ SSL. Juste pour une question de recall, parce qu'elle n'a pas le total recall. Et puis moi, prendre des photos,
Et puis au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de forcer des groupes à... Tu sais, tu fais un mix et puis de leur Réagir dire, tout de suite. vous avez une révision, puis après on passe au morceau d'après, quoi. Parce que sinon, ouais, c'est compliqué. C'est old school, tu vois. Ouais. Et je comprends pourquoi il y a plein d'ingénieurs qui font encore ça. Mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même cool de pouvoir revenir sur des morceaux et trucs comme ça. Donc je garde un peu les options ouvertes. Comme ça, juste à ouvrir la session Pro Tools. Et tout se recall dans la console avec tout le routing. C'est ça. Et la console, je elle est peux plus revenir là sur pour des morceaux. la console, elle est plus là pour le son, vraiment. Oui, vraiment, ouais. Ok, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est pas tellement. C'est- Et tu fais pas vraiment d'automation, quoi que ce soit avec, du coup, puisqu'il y a pas moyen sur cette Non, console. non, je fais tout dans Pro Tools. Ouais, ça. ouais. Toutes les automations sont dans Pro Tools. La console, pour moi, c'est un espèce d'énorme limiteur qui sonne super cool. Ok. Ok. Je vois l'idée. Où tu peux vraiment rentrer très fort dedans et sortir très fort. Et j'ai remarqué, quand je fais un mix sur la SSL, j'ai genre 3 plugins sur mon Mixbus dans Pro Tools, alors que si je le fais in the box, j'en ai 5 ou 6. Ah ouais. Mhm, Parce que tu essaies de recréer la même chose dans le. Voilà. Voilà, exactement, ouais. La console, elle te tasse vraiment le son d'une façon hyper cool, quoi. Ok. C'est un peu inexplicable, mais après, moi, je trouve ça super cool. Fondamentalement, in the box, ça va très bien Ça aussi. marche aussi, ouais. Et quand c'est comme ça que tu dois travailler que in the box, tu as un petit setup que tu peux déplacer quand tu en tournée ou quoi. Et tu mixes au Ouais, casque ouais, alors j'ai à ce moment-là ou t'as des petits J'ai un enceintes rack qui est sous mes pieds d'ailleurs, où j'ai Ok. une Apollo X8P, donc la grosse. Ouais. Et j'ai un Mac Mini qui est racké dessus. Ok. Et puis dedans, j'ai des écrans à USB-C, tu sais, qui se plient. Donc je mets tout dans le rack, avec clavier chouette. souris. Puis c'est un rack, c'est quoi Ça va faire 4 U. Ah, donc c'est même pas très grand. Et Encore, Super. non, ça pèse moins de 20 kilos, donc je le mets dans l'avion tout le temps. Classe. Et comme ça, je peux enregistrer ou mixer. Ok. Je réfléchis à passer sur une solution sur MacBook Pro, mais j'utilise pas mal les UAD, donc faudrait quand même que j'aie quelque chose d'Universal Audio. Donc, mais pour l'instant, j'aime bien ce système en fait. Ça marche vraiment bien. Et t'es au casque alors à ce moment-là, tu utilises quoi comme système de casque? Alors, j'utilise ces temps, j'utilise ça. Bayer Dynamic DT 1990 Pro. Ça sonne vachement bien. C'est un peu dans le côté bright, il n'y a pas beaucoup de basses. Ouais. Ok. Mais c'est hyper détaillé. Et autrement, tu vas rigoler, mais ce que j'utilise beaucoup, c'est ça en fait. Ah, c'est ouais. les AirPods. Ouais. Ouais. Ok. Bah, T'es pas surtout le premier qu'ils ont- qui dit ça. Ouais. Bah, ils ont beaucoup de subs en fait. Puis Ouais. le sub, surtout la version 2 que j'ai là, ils ont beaucoup de subs et le sub est vachement propre. Et je peux te jurer que j'entends du sub que j'entends pas là-dedans avec les Wow. AirPods. Ouais. Ok. Voilà, à noter. Donc, Des conseils, au studio, avancés. au studio, c'est Genelec. Depuis longtemps, j'utilise Genelec. Ok. Ouais, quand tu travailles sur enceinte, tu préfères, ou tu préfères Genelec, quoi. Ouais. Ça fait depuis. J'ai eu ma première paire, je pense il y a 15 ans, voire même un petit peu plus que ça. Donc j'ai toujours utilisé Genelec. Ok. Et là, c'est cool, on a un sub au studio, donc tu peux vraiment entendre ce qui va tout en bas. Ouais. Nice. Et puis les nouvelles Genelec, cette série The One, tu sais, où il y a Ah, le ok. tweeter au milieu. J'ai demandé, ouais, justement. T'as un micro, elle se calibre et tout, tu peux calibrer le sub. Donc t'as une écoute vraiment, vraiment bien. Même dans une pièce pas forcément ultra... On va dire pas... Parce que les studios actuellement, c'est un peu difficile de refaire des studios comme dans les années 80, où ils dépensaient des millions. Donc c'était la pièce parfaite. Maintenant, moi, comme je vois le truc, c'est plutôt utiliser la technologie moderne et avoir justement des enceintes que tu peux calibrer. Et puis toujours avoir une pièce saine, tu vois, mais en mixant les deux, tu arrives à avoir quelque chose de très très bien. Cool. Et tu préfères travailler plutôt au casque ou sur enceinte? T'as une préférence ou c'est ce qui vient? Alors, ce que je préfère, c'est vraiment commencer sur enceinte. Et moi, j'écoute très très fort au début. Ok. Genre fort. Juste pour voir un peu comment ça me tape. En C'est mode un peu live, vraiment quoi. ce truc de live aussi. Ouais. Quand le kick me tape, où est-ce qu'il me tape? La caisse claire. Soit la caisse claire me tape là, le kick plus dans le ventre. Et puis aussi savoir que c'est un mix que je peux écouter fort, que j'ai pas envie de baisser le volume parce que par exemple les guitares sont hyper agressives ou quelque chose comme ça. Une fois que j'ai un truc qui marche bien, ces temps j'ai tendance à mettre vraiment le volume
très 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 bas et écouter avec ça justement. Ok. Genre même pas utiliser les enceintes, vraiment finir le mix au casque. Ok, cool. Et quand tu dis finir le mix, c'est quelle partie? Tu fais encore de la compression? Tu fais encore de la gestion dynamique? Bah surtout de la balance super fine en fait, vraiment des niveaux. Le gros du mix, je le fais vraiment sur les enceintes, donc tout ce qui est basique, EQ, compression, même reverb et trucs comme ça. Mais quand t'écoutes très fort, c'est vachement dur d'avoir une balance correcte. Absolument, ouais. Donc c'est là que je mets mes occasions vraiment très faibles et c'est là que je vois là, la caisse qu'elle est peut-être un peu forte ou il manque un peu de guitare ou trucs comme ça. Cool. Et après toute l'automation, tout vraiment l'aspect un peu plus production du mix, je le fais au casque aussi. Parce que j'ai remarqué même beaucoup de clients, bon déjà quand je fais à travers Internet, c'est souvent au casque. Bien sûr. Et même ceux qui viennent au studio, ils écoutent les trucs assez fins d'automation, ils mettent le casque direct. Pour le moment, enfin si ça t'inspire comme question, un top 3 genre des 3 plugins que tu kiffes vraiment, que tu utilises souvent, ou peut-être si c'est du hardware ou les deux, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui sont vraiment importantes dans ton mix? Signature Johan Meyer, tu vois, le bout de matos. Même si c'est un vieux truc que tout le monde a, et voilà, comme ça au moins ça montre que c'est la personne qui fait le truc en fait. Alors, en fait, moi quand je fais du live et du studio, j'essaie d'utiliser les mêmes choses dans les deux cas en fait. Ok, cool. Donc je vais vraiment citer des plugins Waves parce que j'ai un serveur Waves en live aussi. D'accord. Donc la tranche SSL Waves en fait qui est là depuis plus de 10 ans je crois. Ça je l'utilise partout, tout le temps. Ok. Je la connais assez bien en fait, un peu toutes les bandes, comment elles fonctionnent, qu'est-ce que tu peux booster dans quoi. Et en fait moi j'aime vraiment ça parce que je booste beaucoup des fois. D'accord. Et j'aime pas trop voir en fait la courbe d'un EQ un peu standard, tu vois. Ça fait un peu peur. Quand tu te retrouves à booster 15 dB à, je sais pas, à 10K sur une caisse claire, sur l'écran, ça fait bizarre quand tu vois la courbe. Mais en fait, avec le plugin, tu fais ah ouais, c'est cool. C'est bien. Voilà. Ok. Ouais. Bah oui. Donc celui-là, ouais, j'utilise le gate, le compresseur. En fait, tu me donnes que ce plugin, je pense que j'arrive à te faire un mix plutôt correct. Ok. Après, un que j'adore, ça c'est plus pour le mix bus. Alors, un que j'utilise pas quand je mixe sur la SSL, mais que j'utilise quand in the box est live, c'est le Oxford Sonox Inflator. Donc, ça donne un peu ce truc de console, en fait, qui écrase le signal d'une façon assez cool. Ouais. Donc, ça rajoute un peu de satu, un peu de clipping. Ouais. Donc, ça, j'utilise beaucoup. Et après, un troisième compresseur, ces temps, j'aime beaucoup le DBX 160. Ok. Ouais. En fait, tous ces compresseurs AVCA, en fait, c'est un dérivé de... Je crois que le compresseur de la tranche SSL est dérivé du DBX 160. C'est des compresseurs qui snap beaucoup, en fait. Ouais. La version chez Universal Audio, alors? Et Waves, ils en ont une aussi. Ah oui, Waves, ok. Oui, c'est ouais. juste. En studio, j'utilise la version Universal Audio. En live, j'utilise la version Waves. Et j'en ai plein. J'en ai des vrais aussi au studio que j'utilise beaucoup quand je règle des batteries. Et c'est pas trop limitant pour toi le fait d'avoir un compresseur sans presque aucun réglage dessus, ou c'est plus comment tu rentres dedans? Moi j'adore. Moi il y a le réglage, plus je suis content. C'était une question où je m'attendais à la réponse, ouais. Non, et puis en fait c'est marrant parce que je faisais un mix hier, puis je dis tiens je vais aussi... Des fois, je change. Je me suis dit, tiens, je vais mettre du distressor sur mon kick et ma caisse claire. Puis en fait, je réglais le truc, puis jusqu'à ce que ça sonne un peu comme le 160, puis j'étais là. Ouais, en fait, j'ai un peu l'attack release, pas forcément comme je voudrais, si je commencerais avec le distressor. Mais en fait, ça sonnait assez comme le 160, qui est en fait une attaque assez courte. C'est pour ça que ça snap à mort. Et je me suis retrouvé avec une attaque beaucoup plus courte sur le distressor que ce que je mettrais par défaut, en fait, on va dire. Après c'est un peu, je sais pas, moi si tu peux me donner un petit compresseur à 100 balles, il y a moyen de faire des trucs cool avec. Ok, cool. Nice. Et du coup en hardware, à part la table SSL, tu utilises rien d'autre d'externe alors? On a 4 en français c'est 1176 Universal Audio que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Fatso aussi, Empirical Labs. Ouais, très cool. Que des fois j'utilise sur les grattes. C'est pour leur donner un peu plus sur les côtés comme ça. Fat, quoi, ouais. J'ai un EQ Pultec que j'utilise pas mal.
Certains mix, en fait, par exemple, kick et caisse claire, je les passe dans la console où je fais une EQ avec la SSL, plus je mets le Pultec en plus. Ok. Pour vraiment, si je veux vraiment un peu ce son de batterie un peu, on va dire un peu ultra léché, ultra produit, c'est plus pour les trucs de pop que je fais. Ah Ok. ouais. Et en fait, après, je reprint la piste. Donc, vraiment, je bake l'EQ dessus. Et pour ça, j'utilise le Pultec et le SSL. J'aime beaucoup les EQ API aussi. Ouais. Sur les tomes, c'est mortel. Ouais, c'est génial. Donc ouais, plutôt des trucs standards. Pas vraiment de boîte un peu qui sort de nulle part. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est assez standard en fait. Ok. Ouais, il y a un truc qu'on voit pas souvent que j'ai en live. Ça s'appelle le Little Labs Voice of God. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais, ça c'est Tu fais des super trucs cool. un peu, J'utilise. un peu- Ouais. J'ai tendance à pas mal retravailler mon low-end avec des trucs comme ça en fait, avec des espèces de sub-harmoniseurs ou trucs comme ça. D'accord, donc plutôt J'aime bien quand ça poussé, descend très très bas en fait. Ok. Et sur quelle source en général tu utilises ça? Kick, bass, Voice of God est super sur les caisses claires quand il manque un peu de thump, c'est un peu de chest. Et même les voix quoi. Si tu veux, c'est un chanteur qui lui manque un peu de ce truc là. Une gorge un peu large. Tu peux lui rajouter ça. Ouais, c'est genre ça booste vers 250 et ça rajoute vraiment des couilles à la voix. Ok. Et c'est 2 boutons aussi, donc c'est hyper vite. Bien sûr. Ouais. Ok. Donc ça c'est un peu le truc bizarre que j'utilise qu'on voit pas souvent, mais après tout le reste c'est vraiment un peu du standard. Il y a rien qui est de ces dernières années qui est sorti où tu t'es dit tiens ce plugin un peu fou machin. Tu restes sur des classiques quoi. Il y a rien pour le moment que tu as découvert où tu te dis ah ouais ça vaut la peine de le mettre dans mon rig. Niveau plugin, je pense que le seul truc un peu fou que j'utilise c'est Sooth. Je vois pas ce que c'est. Que c'est hyper bien. De De Oak Sound. Ah je Ouais. Un truc qui enlève les résonances Ah oui automatiquement. ok. Ouais. Ok. On en a C'est un parlé peu quelque dangereux, fois. faut pas en abuser par contre. D'accord. Ça, Et, tu l'entends pas, ça, c'est vraiment- l'entends pas, et puis tu te rends compte Ouais. que t'es parti. Non mais sur les cymbales, par exemple Ouais. les cymbales un peu métal où un mec qui tape fort, Ouais. c'est Ah ouais ok. si j'ouvre des sessions de mix que j'ai fait avant ce plugin, il y a des notches partout pour enlever toutes les petites résonances. Et maintenant, t'as juste ça et puis t'es là. Ok. Ouais, c'est cool. bon. C'est parti. Ouais. Et même si tu veux des cymbales, par exemple, super bright, tu veux booster de l'aigu dans les cymbales et tu peux sous encore plus. Ok. Ça te donne un son. Alors, c'est un son qui est plus du tout naturel, mais t'as vraiment ces cymbales très très aigus, mais qui font pas mal aux oreilles en fait. Juste ton mix, tu il washes, est quoi, ouais. hyper. Ouais. De nouveau, pour les trucs un peu plus poppy, ça c'est assez cool. Bon, Pour ça, les je vais voix, mettre sur, pareil. ma Pour les liste des voix, courses. Je vais tenter. Ouais. Ouais, cool. si tu veux ces voix à l'américaine, tu sais, ces voix de hip-hop, R&B moderne, où Ouais. t'entends vraiment le Ouais. Là, tu peux booster plein d'aigus, mettre sous après, et t'es nickel. Oh, il me le faut celui-là. Je vais aller l'acheter juste après l'interview. Très bien, il est très bien. Ils le font pour le live maintenant. Ouais. Cool. Ils le font pour le live maintenant. J'ai toujours pas utilisé. Ok. Parce que déjà, la licence est hyper chère pour le live. Et, Ok. et bref, je vais attendre encore un petit moment, en fait, avant de me lancer là-dedans en live. J'ai peur de trop faire, en fait. J'imagine qu'en live, les PA sont de manière générale un peu moins résonnantes dans ces très 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 hautes dans le spectre qu'en studio, donc t'as un peu moins ce problème. Effectivement, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pieds, ça s'arrête à partir de 6-7K, ça descend ça bien. descend déjà, quoi. Ouais. Puis moi j'aime bien les trucs un peu shiny et tout, donc je booste pas mal d'aigus après pour un peu rebalancer ça. Et justement, là, on parlait un petit peu de live. Pour toi, tu sens il y a une forte interaction dans ton développement personnel. Je reviens un petit peu en arrière, mais le live t'apporte quelque chose en studio ou inversement, le studio sur le live, tu sens que c'est quelque chose qui est important pour toi? Ouais, les deux en fait. Okay. En fait, en studio, on apprend vachement de trucs parce que t'as le temps d'apprendre et puis de capter un peu comment ça marche, tu vois. Ouais. Live, t'as jamais le temps, c'est toujours un peu Ok. et inversement aussi, live, t'arrives à une certaine énergie que tu peux pas vraiment retrouver en studio. Donc, essayer d'avoir un peu cette énergie live dans un disque, c'est des gens qui aiment, beaucoup de gens qui aiment ça en fait. C'est un peu plus fou, tu vois. C'est un peu plus, ça te fait un peu plus
je sais pas, headbanger, des trucs comme ça. Donc, et le studio m'a vraiment aidé en fait à vraiment pouvoir écouter et puis un peu manager en fait comment tu construis ton mix et tout ça quoi. Ok. Nice. Après les techniques, j'utilise un peu les mêmes. Enfin, c'est nous c'est trucs basiques, hein. C'est de l'EQ, du compresseur, de la satu, de la reverb. Tu utilises beaucoup de satu mais, en live? Ouais, j'en utilise pas mal, ouais. Ok. Ouais. Alors ça, c'est un truc que j'ai vraiment pris du studio, par contre. Ouais, Ouais, parce que il me semble que c'est pas courant. Ouais. Enfin, moi, je suis moins du côté C'est live, super, mais ouais. c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de courant, ça. Bah, en fait, avant que tout le live passe sur console digitale, la Satus, c'était sur ces super consoles live Midas, c'était comme une console SSL ou Nive, tu vois. Ouais. Puis après, tout est passé en digital, et puis en fait, ça a commencé à sonner hyper digital. Ouais. Et puis, bah, il y a aussi tout plein de plugins qui sont arrivés. Moi, j'utilise en live la Avid S6L, donc c'est un peu la console Pro Tools. Ouais. Et même dans le software, il y a Heat, en fait, sur chaque piste. Tu peux en mettre un peu. J'utilise des plugins. Là, j'ai intégré dans ma session sur cette dernière tournée le BB Tube de Waves. Ah ouais. Ah, le nouveau, là, ouais. Et c'est mortel. C'est vachement vraiment cool, ce mortel. truc, hein. Ouais. Et en fait, aussi, j'utilise tout ça parce que ce que j'aime faire, en fait, c'est mixer pas trop fort. Donc, je suis entre 99 et 100 dB de moyenne, mais que tu as l'impression que ça soit à 110, en fait. Donc, c'est vraiment en utilisant de la satu pour exciter le signal, de la compression du limiteur, enfin, un peu tous ces tricks de studio. Oui, c'est ça. Pour que tu aies l'impression que ça sonne très, très fort et très, très gros, mais tu es toujours dans les normes. Ouais. Et aussi dans, ouais, dans un t'as pas de confort, soucis. j'imagine, personnel, quoi. Enfin, ouais. quand t'es en Ouais, tournée, ouais. tu veux pas faire 110 tous les jours, tous les soirs. Non, moi je peux pas quoi. Non. On est bien d'accord. Non. Et c'est là où le studio, j'imagine, parce que le studio, on n'a pas le pied qui donne la sensation de puissance, donc on est obligé à apprendre en studio à faire sonner puissant et énergique sans le volume oui, sonore. comme ça, et bien, comme c'est ça. Ça, ouais. Donc du coup, c'est là où le studio, toi, t'as amené sûrement par rapport à d'autres, peut-être qui font que du live, Ouais. des trucs pour faire sonner bien et pas fort, Ouais. ce qui est pas toujours le cas. Parce que D'ailleurs, parfois, je construis mon mix de live sur des speakers de studio. Mais ça devient de plus en plus. Hein. Moi, je connais beaucoup de mixeurs qui font ça maintenant. D'accord. Nous, avec, ce qui est bien avec la S6L, c'est que tu peux enregistrer le show dans Pro Tools, tu peux le rebalancer dans la console. Donc ça revient sur les mêmes pistes, sauf que c'est du virtual soundcheck. Donc tu enregistres le groupe une fois. Après, genre ils vont au resto, je sais pas quoi, puis là tu te fais ton mix tranquille à la cool sur des speakers ou sur ton casque. Ok, cool. Et après t'arrives en tournée, tu le balances dans la sono. Et tu sais, les sonos modernes, c'est très gros, mais ça sonne très équilibré maintenant. Tu peux faire vraiment un truc hyper flat. Ouais. Donc généralement c'est assez proche, ça a juste plus de low end. Aussi dans mon mix live, je fais attention de pas mettre trop de low end comme en studio, parce que je sais que ça va être trop du coup. Bien sûr. Mais même si on a un peu trop, on a toujours le contrôle sur les subs, on peut les baisser, on peut faire toujours plein de choses. Mais oui, effectivement, j'ai une approche assez studio du live, mais c'est en train d'arriver de plus en plus. Là, j'ai vu plein de groupes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un groupe qui joue à 105 dB, par exemple. Ah ouais. Et maintenant, il y a plein de groupes qui ont le volume assez bas. J'étais halluciné au Grass Pop par Disturb. Ok. Le mec, il jouait à 96 dB et ça sonnait du feu de Dieu, quoi. Ouh, nice, ouais. C'était, J'ai toujours eu cette impression avec eux de t'as la puissance, quoi, sans nécessairement que ça t'arrache les oreilles. Ouais. Il y a clairement un sample sur la caisse claire, sur le kick et sur les toms. Ok. Mais ça marche d'enfer. Ça marche nickel. Surtout avec les Et derniers avec albums, eux, tu vois, c'est... Bah ouais. Ouais. C'est ça. Il y a un beat. Et quoi. j'étais vraiment impressionné. Et ils jouaient juste avant nous et je regarde, je dis, putain, ça sonne, je regarde le dBm, je dis, putain, 96, 97. Je suis là, bravo, quoi. Vraiment, et la grosse pression, le gros groove, énorme low end. Donc, ouais, je me souviens, il y a 10 ans, tu voyais encore beaucoup de ces groupes américains à 105, 110 qui font mal aux oreilles. Ouais. Et là, ça n'existe presque plus parce qu'en fait, tout le monde prépare son show sur des enceintes de studio. C'est des petits speakers. Et ça améliore vachement la qualité des lives. Comment toi tu fais alors du coup en jouant en quelques mots, tu vois, pour justement arriver à cette densité, cette énergie, mais à bas niveau. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi?
Ah, il y a plusieurs choses. Donc, la première chose pour moi, je crois que c'est vraiment l'équilibre, vraiment la balance. Ok. Doit être vraiment, tu sais, en fait, je vais reprendre un peu les mots de mon mixeur préféré qui est Andy Wallace. Mais lui, il a vraiment ce truc-là, en fait, où tout est une espèce dans une petite boîte et en fait, tout fait un peu comme ça. Tu sais, il n'y a pas des trucs qui partent dans tous les sens. Même si mon low-end, des fois, est un peu... moi, j'aime bien quand il dégueule un petit peu plus, tu vois. Mais ça marche bien pour Gojira, surtout. Après... Donc, Ouais, voilà. Mais après, c'est vachement ça. Vachement, on va dire, le contrôle de la dynamique. Mais dans le métal, tout est assez compressé à la base, de toute façon. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une compression extrême. Peut-être pour le chant, oui. Et après, c'est vraiment l'EQ, donc vraiment faire de la place pour des trucs. Ok. Et aussi, pour moi, c'est vraiment ce que tu mets au bout du mix, quoi. C'est soit le compresseur, soit de la satu. Je mets un peu de satu sur mes pistes quand il y a besoin. Mais c'est vraiment, en fait, ce qu'il y a au bout du mix qui va... Donc, je mixe dedans dès le début, quoi. C'est vraiment cette chaîne qui est au bout du mix qui va... J'appelle toujours ce truc un peu push-pull, quoi. Je pousse des trucs, puis avoir le résultat en retour, en fait, tu vois. Donc, si je vais, par exemple, commencer à pousser ma caisse claire, le compresseur de sortie, il va commencer à la compresser un peu plus. Mais donc, tu vas l'entendre mieux, puis elle va plus se mettre dans le mix. Yes. Et en fait, c'est vraiment avoir une balance dans ce compresseur limiteur. Maintenant, on utilise des plugins, mais à l'époque, sur la console, c'est juste qu'ils mettaient la console dans le rouge, quoi. Et vraiment avoir cette balance-là quand t'es dans le rouge. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui donne vraiment cette substance et ce truc. J'aime bien avoir beaucoup de poids, tu sais, vraiment. Oui. Vraiment, bien assis, quoi. C'est côté couteau casque, c'est là, quoi. C'est pas là, tu vois, c'est vraiment là. Donc, ouais, c'est pas... Des fois, il faut être un peu brutal. Donc, il y a vraiment des fois, il faut être un peu brutal dans le mix boss ou même des fois sur une piste. Genre, pas hésiter à booster. Genre, si par exemple, tu as une caisse claire où il se passe pas grand-chose, équaliser la caisse claire à mort, peut-être lui mettre un peu de compression dessus ou même beaucoup de compression. En fait, créer que toutes les pistes que tu entends soient excitantes. En fait. C'est un peu ça le principe. Chaque source si tu écoutes le mix en solo, tu solos les pistes. Faut que chaque piste, elle a, ah ouais, cool, ah ouais, ça c'est cool, ah ouais, ça c'est cool. Et dès qu'il y en a une où je suis là, je vais faire quelque chose pour que je suis là, ah ouais, c'est un peu plus cool. Puis après, l'assemblage de toutes ces pistes dans un compresseur de mix ou un limiteur ou les deux, c'est là que tu arrives à un truc qui tient un peu la route. Cool. Ok, cool. Et maintenant, si on revient un peu à l'aspect studio, tu sais nous dire un peu comment ça s'est passé avec... je suppose que Gojira, c'est un petit peu les albums... Je sais pas si tu as des albums auxquels tu étais particulièrement fier, ou si tu n'es jamais fier de ton travail, mais aussi un truc que tu es vraiment content. Et ceux où c'est le plus content, si Gojira ou un autre, un peu comment ça s'est passé, un peu le processus pour arriver à ce résultat, si ça a été un long processus d'enregistrement, d'essai, si en studio, du coup, comme vous avez l'accès au studio, est-ce que tout se fait en studio dès l'écriture, ou toi tu interviens vraiment que sur l'aspect enregistrement mix? Ça se passe un petit peu comment le travail? Alors, moi j'ai fait que les deux derniers, hein, donc Magma et Fortitude. Donc les deux ont été faits au studio Silver Cord à New York. De A à Z, tout a été fait là-bas? De A à Z, ouais. Fortitude, c'est juste Andy Wallace qui l'a mixé. Ça, c'est donc classe. Il a fait un bout en Floride et après il y a eu Covid, donc puis il est plus tout jeune, hein, donc il a dû un peu se mettre à l'abri. Et je sais qu'il a fini après en Pennsylvanie. Donc il a fait la moitié en Floride, la moitié en Pennsylvanie, et entre deux il y a eu 6 mois ou un truc comme ça. C'était un peu compliqué. Ouais. Et Joe qui est tout le temps là au mix pour tous ses disques, c'est le seul où il a pas pu aller. Ok. Oh mince. Donc ouais. Il devait pas être content. Ouais, mais après il s'est dit, je lui disais, mais écoute, Andy Wallace, ça fait longtemps qu'il fait ça, faut lui faire confiance, et puis peut-être ce sera pas exactement ce que tu veux, mais au final c'est cool d'avoir sa touche, et puis voilà. Magma, on l'a enregistré et mixé au studio. Je sais pas. Moi, Gojira, c'est je sais plus ce que j'aime ou j'aime plus, tu vois. Je l'ai fait pendant tellement longtemps avec eux. Mais c'est un peu comme toujours. Moi, c'est plutôt les premiers albums où j'ai pas du tout participé, mais From Mars to Sirius, je trouve cette production complètement incroyable, même si c'est des trucs qui font pas sens du tout. Ou même on l'écoute des fois, ça pique un peu quand même. Mais je sais pas, il y a tellement de
d'énergie et tellement il y a de... une vibe de. Ça de dingue, envoie ouais. tellement, quoi. C'est un peu la fin du monde, quoi. Il y a des morceaux. C'est ça que j'aime beaucoup. The Way of All Flesh, techniquement, est mortel. Après, je trouve un peu flat. C'est un peu... Après quelques morceaux, t'es un peu là, voilà. Un peu idem avec l'Enfant Sauvage. Magma, quand je le réécoute maintenant, je trouve vraiment cool. Et puis, on a vraiment fait une approche... je crois qu'il y a 3 compresseurs dans tout le mix. Il y en a même pas sur le Mixbus. Oh, wow. Il y a juste un peu de saté sur le Mixbus. Donc, c'était vraiment le truc le plus ouvert. Joe, il voulait vraiment un truc ultra ouvert, qui fait du bien, un truc comme ça. Pas le truc ultra fort qui tape tout le temps. Je trouve il y a une certaine agression dans le disque que j'aime bien, quoi. Et j'aime vraiment bien les voix aussi. Ouais, elles sont. Et Fortitude, moi qui est un grand fan d'Andy Wallace, j'adore le punch qu'il arrive à amener dans les mix. Après, en réécoutant, mais aussi on avait l'enregistrement et il a fait assez rock'n'roll. Enfin, pas dire de la façon rock'n'roll, mais c'est un son assez rock en fait. Où il y a le moins de disto, tout est un peu plus rond. Et du coup, ça se ressent sur l'album. Et en plus, avec son mix, lui qui mixe assez rond en fait, qui met la basse très, très devant. Où j'étais un petit peu perturbé au début. Puis en fait, maintenant, je trouve assez cool. Mais je préfère Magma. Pas parce que je l'ai fait, mais quand j'écoute Magma, je trouve que c'est un truc qui m'excite un peu plus que Fortitude. Il y a une approche différente. Même si Andy Wallace a mixé mes albums préférés de tous les temps. Ah, mais ça, on en est tous là, ça c'est sûr. Je disais, entre les 2 albums, il y a une approche différente à la prise de son. Tu crois que vous avez approché différemment de l'enregistrement ou c'est juste le fait... Et tu crois que ça se ressent aussi dans le... Alors, les prises de son de Fortitude sont vachement mieux que Magma. Ah ouais? Déjà, on a changé l'acoustique du studio parce qu'on avait appris ça sur Magma et sur plusieurs autres projets qu'on a fait après. On a eu un drum tech, donc j'ai poussé pour avoir un drum tech. Cody, un mec d'ailleurs que j'ai trouvé sur YouTube, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Sounds Like a Drum. Il est basé à New York. Puis en fait, je regardais sa chaîne YouTube, puis à un moment, il dit ah ouais, à New York. Je dis ah mais attends, mais il habite à New York, ce mec. Du coup, je l'ai contacté. Bah ouais. Et puis il est venu faire un essai au studio, et puis Mario, il était là. Ouais, ok, on le prend. Et ça a vachement aidé. Et puis il est super ouvert, tu peux lui dire exactement ce que tu veux. Puis même quand tu vas un peu trop loin, il va dire ah là ça, qu'est-ce qu'elle a commencé un peu choked. Ouais. Donc ça c'était un gros plus. Les guitares, on a expérimenté beaucoup. Il y a beaucoup plus de couches et d'expérimentation de guitare sur Fortitude que sur Magma. Ok. En termes Magma, de son, en termes d'arrangement. En termes d'arrangement, en termes de layering, en termes de pédales, par exemple, sur Magma, il y a, comme d'hab, une pédale de delay et de reverb, comme il utilise depuis toujours. Il avait commencé à utiliser la Whammy. Sur Fortitude, on a un mur rempli de disto, de satu, d'effets, d'harmoniseurs. Et ça, il y en a beaucoup dans l'album, là. Nice. Tous les riffs, on changeait quelque chose. On me rajoutait une pédale, on changeait l'ampli. Ou, on a changé d'ampli plein de fois. Un truc sur Magma, il n'y a pas du tout. C'était le même ampli, le même truc. À part pour, on va dire, les sons un peu plus crunch, ça c'était un plus petit EVH. Mais sur Fortitude, ça passe de l'EVH au Orange, au Mesa, au Diesel. Ok. Il y en a plein. Je cherchais un peu les grains, trouver les trucs qui fonctionnent pour le riff, quoi. Ouais, pour essayer de trouver un truc, exactement, un truc qui marche pour le riff, en fait. Et toi, à chaque fois, tu changeais tes micros, tes préamps, ou ça se travaillait vraiment sur les amplis et la façon de les régler? Plus l'ampli, on a changé des fois le câble, les micros, suivant les parties, mais c'est vrai pour le son général, on va dire disto, c'est plus les amplis qui changeaient, et le câble restait le même, et les micros pareil aussi. Okay. Parce qu'on voulait pas un truc complètement différent aussi, parce que le speaker, en fait, c'est 80% du son de la gratte. Donc, on voulait quand même garder ce grain qu'on avait, mais juste, enfin, ce truc général qu'on avait, mais peut-être changer un petit truc, avoir un truc un peu plus fat ou un truc un peu plus ouvert ou, travailler les textures. C'est assez subtil quand même, tu vois, c'est des textures, c'est pas, on passe pas du coq à l'âne, quoi. Ouais. Et, basse, c'est toujours assez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une DI, évidemment. Et on avait 2 amplis, un clean, un disto. Mais sur Magma, on avait fait un peu la même chose. Et voix, c'est Joe qui fait tout seul, en fait. Lui, il a besoin d'être tout seul. Donc, je lui fais le setup. Et après, il passe des semaines à s'enregistrer tout seul. Ah, wow!
C'est un sacré processus, ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, je savais pas du tout. Ouais. Mais il a une oreille assez incroyable. Il entend des trucs que moi, j'entends pas. Mhm. Puis à la place d'éditer, il va refaire, en fait. Il veut pas faire d'édit. Il va refaire. Il a cette capacité à, pendant un mois, à bosser 16 heures par jour, à gueuler pendant 16 heures par jour. Ok. Et il va être là, non, je vais refaire jusqu'à ce que j'aime et que ça soit nickel. Je dis, on pourrait éditer ça. Je dis, non, je refais. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment son truc à lui, donc il bosse tout seul pour ça, quoi. Et je doute qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs qui arrivent à tenir la cadence avec lui. Ouais, j'allais dire, enfin, moi, je n'ai aucun problème avec l'approche, mais j'aurais pas aimé être l'ingé son derrière qui fait juste rec pendant 16 heures d'affilée. Enfin, puis lui, il doit bosser hyper vite, en fait. Donc c'est vraiment, il bosse plus vite lui-même parce qu'il sait exactement ce qu'il veut puncher, ce qu'il veut garder. Ouais. Le temps qu'il m'explique, tu vois, il va, attends, puis il prend le clavier puis il le fait, tu vois. Donc c'est juste, comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous avez essayé de bosser ensemble et puis c'était pas assez rapide et puis. Non, même pas. Non, c'est plus lui qui avait envie de faire son truc tout seul, quoi. Okay. C'est ouais. Et il a besoin, c'est plus un truc un peu introspectif. Il a besoin de vraiment se mettre dans une certaine condition. Je peux comprendre. Vu que c'est un effort assez surhumain, ce qu'il doit faire. Et il a besoin d'être dans son truc. Il a besoin de. Après, moi, je passe de temps en temps le soir et tout. On se boit une bière, on écoute des trucs. Il aime bien, tu sais, un peu décompresser et tout ça, mais le gros du travail, ouais, il aime vraiment bien être tout seul, je crois. C'est vraiment son truc. Et du coup, il est dans la cabine avec il a juste, l'ordi, il est dans la cabine et voilà. Ouais. Et puis après, il fait plein de pistes, puis moi, je repasse derrière pour réorganiser un petit peu parce que, comme il enregistre très vite. Ah bah oui. Des fois, c'est voilà. c'est un peu je veux pas dire que c'est le bordel, mais il y a beaucoup de pistes, puis des fois, attends, c'est laquelle la main, c'est quoi les backings, c'est quoi ça. Puis du coup, je repasse une petite heure ou deux, réarranger. Des fois, je bouge des parties de voix que j'estime sont à backing, mais qui étaient sur une autre piste. Donc, j'essaie de réarranger tout ça un peu derrière pour que ça soit un peu plus organisé. Cool. Pour que le mix, faut que ça soit organisé, sinon tu... surtout si tu l'envoies à un mixeur après qui connaît pas forcément le groupe et tout ça, faut que ce soit clair pour lui. Ouais. Et puis là, sur Fortitude, je sais plus, mais genre... C'est con à dire, hein, mais un morceau comme The Chant, qui est un truc pas du tout métal, on est à 150 pistes ou un truc comme ça. Faut que ce soit bien organisé. Voilà. On dirait pas comme ça, mais il y a des morceaux, tous les morceaux ont plus de 100 pistes. Ah ouais. C'est fou parce que j'allais dire justement Fortitude, c'est je trouve l'album qui sonne le moins complexe. Mais c'est peut-être parce que tout et tout s'emboîte tellement qu'on dirait juste un gros son. Voilà. Là où par exemple tu vois The Way of Our Flesh me paraissait soniquement très rempli, très complexe, et puis tu ouvres les pistes, il y a 3 fois rien. Il y a 3 fois rien. Il y a 12 pistes de batterie, 2 basses, allez, quand on y va. Mais c'est marrant, en fait, c'est un peu comme la pop, tu sais, la pop ultra léchée. T'as l'impression qu'il y a rien, puis en fait, t'ouvres la session et puis il y a 350 pistes. Yes. Et je crois qu'on aime bien cette approche-là, en fait, faire des trucs. Joe, il adore les trucs subtils, tu vois, faire vraiment des petits trucs. Même au mix, il est là, toi, ce truc-là, on entend la peine. Puis des fois, t'es là, mais ça sert vraiment à quelque chose. Mais en fait, oui, ça sert à quelque chose, tu vois. Ok, donc vraiment travail de texture et de sensation. Ouais. C'est tous ces trucs un peu psycho-acoustiques, en fait, où tu l'entends pas vraiment, mais t'es là, mais ouais, mais j'aime bien, mais tu sais pas vraiment pourquoi décrire, quoi. The Way of All Flesh, t'aimes bien parce que tout est présenté devant toi à fond. Ouais. Tu sais, vraiment, t'es gros son, puis t'es là, ouais, tu vois, ça c'est renvoie. on-off, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ce qui est un peu fatigant sur la longueur pour moi, mais... Je suis d'accord, absolument. Voilà. Non, on est bien d'accord, oui. Et du coup, tant qu'on y est sur la prod là, la basse, vous avez fait ça comme les guitares, la basse vous les avez fait avant, après les guitares, parce que si vous avez essayé plein de textures de guitare, je suppose qu'il fallait trouver ça c'est pas facile, on est déjà dans un registre qui est déjà grave. Ouais, on fait toujours la basse après en fait. Moi je fais toujours la basse après. Ouais. Je sais pas vraiment pourquoi, mais parce que comme ça laisse la place pour faire. C'est une question de timing aussi. Ah oui, ok. Ouais. J'allais dire c'est parce que tu fais des gros sons de guitare et du coup après faut que la basse malgré tout elle concurrence l'ensemble. Ouais, tu peux la faire encore plus grosse du coup. Oui, mais voilà, c'est ça, mais si tu l'as fait avant, tu te dis zut. Ouais, non, effectivement, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est marrant parce que je dis toujours
à plein de clients, pour moi, le truc le plus important de la basse est plus importante que les guitares dans le mix. Mais à l'enregistrement, c'est vrai qu'on met plus d'attention sur les guitares que sur la basse. Peut-être parce que de toute façon, il faut les doubler. Après, tu rajoutes des couches, il y a peut-être des solos, des leads, des machins. Tu dis que la basse, c'est une basse, quoi. Voilà. La basse, tu te dis, bon, la basse, on peut peut-être faire l'album en 3 jours et puis hop, c'est fini, quoi. Et du coup, vous avez pas... Après, vous avez pas Gojira, fait- ça prend un ouais. peu plus de temps. Vous faites quand même des sons différents un peu en fonction, selon le même principe des guitares sur le dernier album ou... Non, en fait, non. La basse, c'est vraiment un son. Et puis c'est un truc constant, du coup, c'est un peu aussi ouais. le Ouais. fondement. Après, on est revenu dessus. On a eu des problèmes d'accordage. On a dû réenregistrer des grattes et des basses parce que un truc à la con, mais tu vois, on a des guitares qui sont en Evertune, donc qui sont accordées parfaitement, mais la basse l'est pas. Ah. Donc sur certains riffs, on était là, tiens, c'est pas accordé. Mhm. Donc on a dû refaire les grattes parce qu'on n'avait pas de basse en Evertune, donc on a dû faire des grattes qui sont ouais. pas Evertune, ou on a dû tuner les grattes par rapport à la basse. Ah, d'accord. On Ouais. a dû faire quelques trucs comme ça en fait. Et tu préférais faire ça que par exemple tuner juste la basse avec un Melodyne ou un truc comme ça ou... Ouais, après Joe de nouveau, il est pas très tuning et tout ça, donc il préfère le côté organique. Ah, ok. D'accord, là c'est plus philosophique. J'ai essayé de le mettre à Melodyne et je lui ai expliqué, puis il a fait ouais non, ça a l'air cool, mais non, j'aime pas. C'est vrai que sur la basse j'utilise souvent, mais sur d'autres éléments ça me dérange très vite. Ouais. Sur la basse, j'ai utilisé 2-3 fois. C'est assez cool pour la basse. Hein. Ça marche bien. Hein. Ouais. Sélectionner tout, note parfaite, Ouais, c'est hop. bon. Ouais. Cool. Et les DI, justement, que vous preniez en guitare, elles servaient juste pour avoir une sécu si vous deviez réamper, ou c'était pour de l'édit ou... On n'a pas pris de DI du tout. Ah, ok, on j'ai prend cru jamais qu'on- de DI. Je pensais que Ouais. pour la Ok. guitare, je pensais que tu avais dit que vous aviez pris des DI. C'est pas grave, j'ai mal compris. Non. Ok. Parce que en fait, bizarrement, avec le setup de Gojira, la DI influence le son. T'as une DI dans la chaîne ou pas. Ok. Et ça sonne moins bien avec la DI dans la chaîne. Et puis de toute façon, on s'est dit, on commit sur le son, tu vois, le son, c'est ça. Et puis voilà quoi. Ok. De toute façon, c'est cool. que ampli et vous utilisez rien en modélisation, machin. L'esprit, c'est voilà, ça doit être enregistré. Ouais. Le son est Ouais. fait avec les trucs dans la pièce. Et... Bah, en fait, parce que Joe, il sait ce qu'il veut. Donc, il est sûr de ce qu'il veut, quoi. Et donc, s'il aime pas le son de guitare, il va te le dire tout de suite. Yes. Donc dès que s'il est content, il n'y a pas vraiment de raison à le réamper parce qu'il est là, non, moi j'aime bien. Oui, c'est ça. Puis Mhm. voilà. Et en Tu vois, termes de donc, performance, c'est un peu la même chose, parce que éditer une guitare Ouais. comme ça, super disto, où tu vois rien, pas évident. Donc, Non, on n'édite pas les grattes. Les seuls edits Même qu'on fait, c'est un principe. peu la batterie. Mais même pas tant que ça. C'est plus Mario qui veut. Des fois, je sens que je groove pas très bien sur ça. Peut-être ce Kessler a bougé, ce kick a bougé. Donc c'est plus pour une sensation. Hein. C'est vraiment pas pour être sur la grille Yeah, et puis puis- ultra, tu sais. puis quand C'est plus qu'il a une Mario à la sensation batterie, un peu bizarre. Ouais, la vie est plus simple. la vie est plus simple, ouais. Ouais. Et après les guitares, non en fait, il joue dessus et puis il va peut-être faire 2-3 prises jusqu'à ce qu'il capte vraiment bien le groove. Donc tu le vois, c'est assez incroyable parce que Joe il joue, il a les yeux fermés, il est ultra concentré, puis il fait son riff. Puis il est là, là je la sentais bien, puis on réécoute, puis on est là, ah ouais cool, puis après on fait la deuxième s'il y a besoin. Et ouais, ça se passe comme ça, donc il n'y a pas vraiment d'édit à faire. Non, Gojira, ça en fait, ça s'édite pas trop, voire pas du tout en fait. Ils refont. D'où l'intérêt d'avoir un studio à disposition. Pour... Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont un peu le luxe de pouvoir passer des mois en studio, quoi. Ouais. Et du coup, sur un album comme Magma, par exemple, où tu as tout fait, où c'était encore peut-être un peu plus simple que Fortitude, vous avez passé combien de temps, tu penses, sur toute la production ? C'est difficile à dire parce que l'étape de démo a été faite dans le studio aussi, donc c'était un peu inclus là-dedans. Ouais, c'est un truc Mais en gros, les batteries, Mario, il te fait les batteries en une semaine, genre 5-6 jours. Il te fait les 10 morceaux, sans problème. Tranquille. Et les guitares, on va dire que ça va prendre peut-être 2 semaines. Parce qu'il y a aussi beaucoup de couches qu'ils ajoutent, tu vois, que ce soit Joe, Christian, ils vont ajouter des trucs, donc ça prend un peu plus de temps, un peu plus de recherche. Les basses, ça va assez vite. Mm-hmm. On va dire les basses, peut-être en comptant large, une petite semaine.
Et les voix, il faut bien compter 1 mois, on va dire. Ouais. Donc en gros 2 mois pour le truc total, quoi. Ça va, encore, Enregistré. franchement, ça va, fort ouais, rapide. ouais, hein. Ouais, ouais. Ouais. Nice. Et du coup, ça, c'est vraiment quand tu bosses avec Gojira, mais je suppose que t'as pas ce luxe-là quand tu travailles avec d'autres artistes. Et du coup, là, ça se passe comment? Alors, du coup, c'est autre chose. Tu dois t'adapter. Ouais. Bah, tu fais tout en 10 jours. Voilà, ok. Ouais. Mais après, je dis pas que le résultat est moins bien. Hein. C'est juste un truc C'est- un peu moins contrôlé, on va dire, tu vois. Mhm. Ouais. C'est une autre vibe. Moi, j'aime bien en fait enregistrer assez rapidement parce que j'aime bien un peu cet esprit où tu rigoles. Je vais pas dire que c'est la fête, mais t'as une espèce d'ambiance. Mhm. Tu sais, On où avance, tu y vas, et puis on avance. Et bah, à cause du budget, évidemment, si t'as un groupe, si n'importe quel groupe avait le budget Gojira et le studio, évidemment, tu passerais du temps en studio. Mais donc c'est vraiment le budget qui dicte le nombre de jours. Et généralement, dans les autres groupes que je fais, c'est entre 10 jours et 14 jours de studio pour tout enregistrer. Et donc là, tu utilises plus les techniques, je veux dire, de studio classique. S'il faut, on édite un peu, on prend les meilleures prises. Complètement, parce que, ouais. Voilà, Ouais. Et il y a beaucoup moins de recherche dans le son aussi. Je vais vraiment dans les trucs que je connais. Mm. Donc je vais pas essayer 14 amplis différents. Ça va être ah tiens, on va essayer le VH. Ok, cool. Mais ça, ouais, non, je préfère le VH. Ok, on y va quoi. C'est ouais. Tu fais beaucoup de projets où les groupes qui arrivent ont déjà tout un son un peu prédéterminé, leur propre matos, etc. Ou tu tends à plutôt chercher le son avec eux dès qu'ils arrivent? Non, alors pas vraiment en fait. Ouais, c'est souvent de la recherche au studio. Ouais, Ok, ouais, clairement. ah ouais, cool. Ouais. Mais je crois que c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent chez moi et parce que comment dire ça, moi c'est vraiment ce que j'aime quoi. Je suis pas très dans cette nouvelle façon d'enregistrer du métal où tu sais c'est très moderne, il y a des patchs, des trucs comme ça. Je maîtrise pas très bien tout ça déjà en plus. Moi c'est plus ce côté organique, la recherche, bouger des micros, mettre des amplis, faire un truc bizarre. Genre on fait des trucs débiles là sur le dernier qu'on a fait, la urne. Quand on a fait les batteries, par exemple, j'ai mis des speakers dans la room, j'ai rebalancé le kick, la caisse claire et les tomes dedans, blasté ça dans les rooms. Joe, il était avec moi, alors il a dit attends, j'ai toujours essayé de faire un truc. Alors il a pris un SM57, il l'a mis sur la caisse claire, il a tiré un câble jusque dans le couloir, il a mis un petit combo guitare et il a mis un 57 devant. Ouais. Puis il a foutu du gap, ça fait plein de trucs comme ça en fait. Et du coup, ça a créé une vibe hyper bien dans la musique et aussi dans l'ambiance du groupe. Tu sais, le groupe, il est hyper excité. Il est là, putain, ils font tous ces trucs bizarres, c'est cool et tout. Mais c'est une façon un peu plus, on va dire, old school, en fait, de bosser, quoi. Où c'est vrai que maintenant, et après, il y a des groupes, dans les groupes modernes, je sais pas, du Lorna Shore, du Sleep Token, du Periphery, c'est leur son, ça doit être comme ça. Ultra droit, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, c'est pas vraiment ma spécialité. Et donc ouais, je me retrouve souvent avec des groupes où j'ai toujours cette façon de bosser en fait. Le mojo, nice. Ouais. Après, j'admire les mecs qui font des trucs comme ça. Ouais, moi aussi. Putain, c'est méchant, hein. T'es là, wow. On se demande comment ça a été fait, Ouais. Mais justement, je suis pas très fan de l'edit et tout ça, donc c'est pas pour moi en fait. Je suis pas assez, je vais pas dire geek, mais tu sais, il y en a, ils sont vraiment, ils peuvent éditer 12 heures par jour sans problème, quoi. Moi, je suis un peu impatient à ce niveau-là, où que ça doit aller vite, quoi. Il y a des choses, il y a eu des moments de déclic que tu as eu dans ton travail ou des mythes à un moment, comme tu as commencé, que tu n'as pas fait d'école, enfin parfois une école aussi, ça peut faire le même effet, mais des choses qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché d'avancer, et puis tout d'un coup, tu as eu des déclics, ou peut-être comme tu disais quand tu as vu les Mix with the Masters et machin, où tu dis ah ouais, ok, là c'est quoi les gros déclics ou les mythes qui ont pu te bloquer et qui t'ont empêché d'évoluer et voilà, et quels sont les déclics qui t'ont permis au contraire d'avancer, quoi. S'il y en a. Oui, alors oui. Je trouve ce qui empêche d'avancer, c'est en fait cette apologie qu'on fait du matériel et des tricks. Et ça, pendant longtemps, ça m'a un peu bloqué, quoi. Genre à repousser des sessions d'enregistrement. J'étais là, non, mais j'ai acheté des nouveaux convertisseurs. Et puis le groupe était là, ouais, mais t'es sûr que ça a changé? Oh ouais, c'est tellement mieux. Rien à voir. Mais votre musique est tellement meilleure. Et en fait, à travers les années, tu te rends compte que tout ça t'as pas vraiment d'importance. Tu vois, même tout le monde parle de compression parallèle et trucs comme ça, mais
quand j'en mets, j'en utilise pas tout le temps, mais même je la mute, puis je suis là, ouais, bah ça amène un petit truc, mais c'est pas le truc. Oui, tu vois. mais En non. fait, en fait, le mix, c'est vraiment tous ces petits détails mis bout à bout qui fait que le mix est là, waouh, c'est cool, mais il y a pas y a pas un bouton, t'appuies, puis ça devient génial, quoi. Ouais. Et ça, il m'a fallu un bon moment pour comprendre. Hein. Sérieusement, ouais. Ouais, il m'a fallu du temps, quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'on Et, le répète à longueur de journée et et- pourtant. Ouais. Et ce qui m'angoisse encore tous les jours, hein, mais c'est quand vraiment tu te rends compte de la complexité du mix et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un mix qui est vraiment bien, qui marche, tu vois, où les gens peuvent l'écouter et l'apprécier. Ça fait peur, en fait. Hein. Ça fait Ok. vraiment peur. Tu peux développer un peu? Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tellement complexe. Le mix est tellement personnel. Ok. Et un peu les skills, en fait. C'est en anglais, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut amener dans un mix pour que ça soit vraiment un truc qui fonctionne vraiment très, très bien. De nouveau, c'est pas le matos, c'est... Pas les Tu techniques. penses pas que les c'est une tricks, question c'est, d'écoute, c'est une question de goût, Ouais, de... c'est une question d'écoute, de goût, de ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Du coup, je reviens à ça. Ouais, Et en fait, quand tu te rends compte de ça, t'es là, tu flippes un peu parce que t'es là, ouais, ben en fait, tout me repose sur mes propres épaules, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un Je peu... vois bien, ouais. Tu peux pas te dire ah non mais parce que c'est à cause de ce compresseur et tout, non, il y a pas. Et d'ailleurs même quand je merde des lives ou trucs comme ça, enfin je dis pas merder, mais il y a des lives qui se passent moins bien que d'autres, par Forcément. exemple, parce que la salle est énorme, ou t'en as qui sont un peu mal placés et tout. Je mets rarement la faute sur la sono, mon système tech ou trucs comme ça, je la mets plutôt sur moi. Je suis peut-être pas allé assez écouter dans les gradins, ou peut-être j'ai pas bossé assez ici ou assez ça, tu vois. Et c'est quand tu comprends qu'en fait, c'est vraiment toi qui es un peu aux manettes de tout et pas le matériel. Mhm. Et des fois, ça fait un peu peur. C'est clair. Mais une fois que tu l'as compris, ça te permet peut-être d'avancer aussi. Bien sûr. Ouais. Mm. Ça permet d'expérimenter, de faire des trucs complètement cons. Là, le petit mix que j'ai fait hier, je dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire du clipping à mort sur ma batterie. Donc, j'ai mis des clippers partout. Mais toujours en faisant une balance cool, tu vois, en faisant attention à avoir une balance correcte. Puis j'étais là, ah ouais, j'aime bien, ça sonne vachement fort et tout. Donc c'est cool, tu peux expérimenter beaucoup plus facilement en fait. Hmm. Et de nouveau, dans mon Pro Tools, j'ai peut-être 5 clippers différents. J'ai un peu tous essayés, puis j'étais là, ah ouais, j'aime bien celui-là. Mais je m'en fous de la marque, je m'en fous de qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et puis j'aime bien celui-là hier, mais peut-être aujourd'hui ou demain, je vais en aimer un autre, tu vois. En partant du principe que c'est toujours ton goût, en fait, et tes oreilles qui vont... Bon, les oreilles, j'aime pas dire ça parce que ça veut rien dire. Faut faire, tu vois, on dit souvent qu'il faut faire confiance à ses oreilles. Pour moi, ça n'a jamais rien voulu dire. Et ça m'a aussi un peu freiné en me disant... Enfin, je discute pas avec eux, tu vois. On peut pas vraiment partager un avis là entre moi et mes oreilles, donc bon, ça m'aide pas beaucoup. Mais oui, de se dire, bah oui, il y a une émotion qui s'en dégage et je m'attache à cette émotion, quoi. Ouais. Je me souviens d'avoir mixé genre à Londres, en début d'année. On a fait une grosse salle avec Gojira, il y avait genre 10 000, un truc comme ça. Et ça tabassait tellement, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. J'étais là, oh, c'est tellement génial! Et c'était le mix parfait, c'était les conditions parfaites, le public en feu, le groupe, il jouait de la mort. Et j'étais là, waouh! J'étais vraiment submergé par des émotions, quoi. Nice. Et pour moi, c'est plus ça, en fait, la musique et le mix. Et c'est plus ça que vraiment du matériel et des tricks et des machins, quoi. Cool. Alors, moi, j'aurais 2 dernières petites questions que j'aime bien poser en fin d'interview. C'est toujours cool. Bah oui. Si tu pouvais revenir en 2003 au tout début de ton parcours, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ultime pour devenir toi 20 ans après? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, à mon avis, même sur l'état d'esprit, la philosophie. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu arriver, quel est le truc qui a fait que tu en es arrivé là où tu es? J'ai beaucoup bossé, en fait. Ouais, alors oui, je vois ce que tu veux dire maintenant, je vois ta question. C'est de jamais s'arrêter, quoi. Tu peux demander, même encore, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, des fois je mixe des morceaux pour de
d'un style de musique dont j'ai pas trop l'habitude. Là, j'ai des bons potes à moi à New York qui font des trucs un peu plus électro, mais il y a quand même des trucs de rock dedans. Et genre, un des premiers morceaux que j'ai fait pour eux, j'ai dû faire 12 mix différents. Parce que j'ai besoin d'essayer, de trouver, qu'est-ce qui marche pas. J'ai toujours besoin d'essayer, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas pour moi. Ce qui inclut de bosser tout le temps, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est de savoir où tu vas aller, de mettre l'effort nécessaire pour y arriver. Et de pas hésiter à mettre les heures, même si ça te coûte, mais c'est le seul moyen. Secret. Je pense qu'il y a quelques mixeurs qui sont nés, que c'est inné chez eux. Le premier mix, c'est mortel. Ouais. Mais pour 99% du reste, s'il faut bosser, quoi. C'est le seul moyen. Il faut entraîner l'oreille, il faut ton cerveau, les vibrations. Comment toi, quand je mixe, moi, je vois des trucs dans ma tête, par exemple. Je vois comment la basse doit être placée, comment un peu ma taille de mon mix. Tu vois, je vois un peu cette boîte et tout. Faut pas que ça dépasse, tous ces trucs. Mais tout ça, ça prend des années et des années à entraîner ton cerveau, en fait, à faire ça, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que c'est trop, quoi. Et puis la compétition, ça paye pas beaucoup au début. C'est beaucoup d'investissement. Si tu as une vie de famille, c'est dur sur la famille. C'est beaucoup d'investissement, quoi. Tous ces moments down aussi dont tu parlais au début, où tu as envie d'arrêter, mais il faut tenir à ce moment-là. Enfin, c'est pas toujours facile à traverser. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours ce truc, des fois, je dis, j'arrête tout. Puis je prends 2 jours de pause, puis après 2 jours, je suis là, non. Donc il fallait prendre un petit repos, quoi. Ouais. Nice. Bah là, je suis en vacances. C'est un peu les seules vacances que j'ai eues depuis l'année passée, quoi. Là, j'ai fait un petit mix hier, mais ça faisait quand même 2 semaines que j'avais rien mixé du tout. Parce que j'avais vraiment besoin de me poser un peu, quoi. Ah tiens, il a fait du bien ou ou t'avais un peu du mal à trouver tes... Non. Alors, j'ai mixé un petit morceau en 1h30, mais je vais le réécouter après. Et ça va l'air d'être pas mal du tout, quoi. Nice. Ouais. Cool. Je pense que c'est bien de faire des breaks. Ça, c'est un truc que j'ai pas capté aussi au début. Parce que, tu sais, on essaye, on veut monter, on veut être plus. Et c'est un peu difficile de lâcher, des fois. Ouais. Comme c'est un peu difficile de lâcher un mix. Mais juste de lâcher quelques jours, c'est une espèce de reset. Et du coup, tu reviens dessus, et puis t'es là, ouais. Et ça, tout va beaucoup plus vite. Même des fois, là, je reprends cet exemple de Urne. Le jour où j'ai mixé le premier morceau, non, je faisais la révision. Donc, j'ai fait un premier mix, le groupe m'a envoyé des notes, mais il y a quand même des trucs, j'étais pas très content. Donc, le lendemain, je reviens dessus, je fais des trucs, puis j'étais là, je suis pas sûr. Et puis, il y avait Joe qui était là. Et puis, il me fait, je suis pas sûr. Et puis, il me dit, non, ça a l'air cool, mais bon, il y a peut-être des trucs. Je dis, écoute, on va au bar boire une bière. Et on allait au bar boire une bière. On est revenu au studio. J'ai appuyé sur play. J'ai tweaké pendant 5 minutes, refait 2-3 trucs, printé le mix, envoyé au groupe. Le groupe, ils avaient la sonote, c'est énorme, on adore. Changez plus rien. Voilà. Donc des fois, juste une sorte de perspective, quoi. Se remettre un peu dessus, voir ce que tu voyais pas avant. Ouais. Mais c'est ça, ces gros mixeurs, toi, les Andy Wallace, les CLA et tout ça, eux, ils ont une capacité à voir le big picture tout le temps, en fait. Ils se perdent jamais. En tout cas, c'est l'impression dans laquelle ils donnent, mais ils vont mixer tellement de morceaux que, au final, tu dois fonctionner comme ça, parce que sinon, tu dois aller vite, quoi. Et ça, c'est un truc que tu apprends avec les années, quoi. C'est pas un truc que tu vas apprendre à l'école du tout. Il y a aucune école qui va t'apprendre ça. Moi, je me disais, ça m'est venu tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à le placer dans le flow. Tu parlais que Magma et Fortitude, finalement, ont été faits de manière fort différente techniquement. Et à un moment donné, tu disais aussi que tu aimais beaucoup dans tout ce qui est un peu shine, précision, ces aigus. Et c'est marrant parce que je trouve justement que Magma sonne fort dark. C'est un mix qui est assez, qui est très dans les tripes, très comme tu disais, pour du grand métal, comme un process, hein, mais c'est très naturel. Et quand je le compare à Fortitude, je trouve limite plus texturé justement, malgré une beaucoup plus de simplicité.
Je sais pas si toi tu l'avais senti à l'époque comme ça aussi, de se dire bah tiens on a fait ces deux approches fort différentes quand même, deux équipes un peu différentes et qu'au final, comme tu disais, tu préfères au final le son de Magma pour une raison ou une autre. Ouais, non, c'est bizarre. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Magma, on était assez conscient qu'il sonnait assez dark. Quand on comparait, à ce moment-là, il y avait un Mastodon qui sonnait super bien qui est sorti, puis on comparait, puis on était là, ah ouais, c'est vachement dark comparé à Mastodon, mais ouais, mais lui, il était ultra au final, bright, c'était... quoi. Eux, c'est Eux, c'était violent. Ouais. En fait, quand je dis bright, c'est pas forcément. Je vais plus avec plus un truc à de l'air en fait. Ok. Pas forcément le truc ultra shiny qui fait. Psss, Ouais, c'est ça. Ok. C'est plus un truc à de l'air. Tu Mm-hmm. sais. Mais c'est vrai que Magma, il a ce côté assez dark. Mais en fait, ça allait assez bien avec la période et ça vient pas mal du son de guitare, des cymbales qui étaient. Après, on a changé pas mal de trucs sur l'album d'après à ce niveau-là. Mm-hmm. Son guitare assez dark, cymbales en fait hyper bright, mais tellement bright qu'il a fallu enlever de l'aigu pour que ça fasse pas trop mal à la tête. Mm-hmm. Mais du coup, ça a rendu le mix un peu dark. Forcément, ouais. Donc après, on a changé de cymbales. Je dis bah tiens, si on prenait des cymbales plus dark, mais qu'on puisse les booster un peu d'aigu au mix, comme ça c'est un peu plus contrôlé. Mais je vois ce que tu veux dire. Et bon, Andy Wallace, il a toujours ces trucs, c'est ultra texturé, ces mix, parce qu'il doit rentrer tellement fort dans cette console que ça crée vraiment beaucoup d'harmoniques, qui est vraiment cool. Par contre, ça donne ce côté un peu plus rock et moins metal, tu sais, où metal c'est plus un peu plus froid, un peu plus tranchant. Mais ouais, de nouveau, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, oui, bien sûr. C'est ça cool. Et du coup, en fait, la question là où je voulais en venir, je pense, c'était sur les choix sonores, que ce soit du mix, du Magma, de la production. J'imagine que ça venait aussi beaucoup de ton goût à toi, de tes préférences quelque part de mixeur et de bien sûr, et de sensibilité. Ouais. Mais tout est approuvé par Joe. C'est quand même lui qui produit. Donc lui aussi... En fait, avec Joe, c'est assez cool parce que tu lui amènes un mix où tu mets vraiment tout ce que tu as dedans. Et lui, il va partir de là et puis il va le diriger sur ce qu'il veut entendre. Mais il va pas forcément... faut amener le kick, faut amener la caisse claire, faut amener la basse, faut amener les grattes. Puis il va te dire, le kick, peut-être mettons un peu plus d'aigu dedans. Et la basse, toi, j'aimerais qu'elle tape un peu plus comme ça ou comme ci, mais... C'est juste, tu rajoutes un peu d'EQ ou tu changes quelques volumes. Tu vois. Voilà, ouais. Donc, c'est clair que le mixeur amène vraiment la base du produit, en fait, du produit final. Et Joe, vraiment, met la dernière couche, quoi. Ça a l'air vraiment chouette, votre duo de toi avec... Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, de ce qu'on a dit jusque-là, tu te retrouves bien dans ce rôle de sublimation, si tu veux, de la source. Oui, ouais. Et lui qui t'amène une source très précise, du coup. T'as une vision claire. Une vision claire. C'est une balance. Ouais. Et même Magma, il était là. Écoute, je veux pas qu'on compresse le mix. Je veux pas qu'on mette trop de sample sur la batterie. Je veux que ça sonne un peu comme dans le local, quoi. Et puis j'étais là, bon, bah ok, faisons-le, quoi. Et après, c'est normal, tu vois, ils avaient Magma, c'est quoi? C'est leur 6e album. Ils en avaient 5. Ultra processé, enfin surtout, on va dire, de From Mars à l'Enfant Sauvage, c'est ultra métal, très processé, très compressé. Et puis il avait juste envie de quelque chose un peu différent, quoi. Bah ouais, forcément, ouais. Et peut-être que le prochain, ça sera de nouveau ultra métal, ultra compressé, parce que là, il y en a 2 qui ont été faits, on va dire, d'une façon un peu plus, un son plus organique, on va dire. Et peut-être que le prochain, ils veulent de nouveau un truc plus métal, plus processé. Tant que la musique est bonne, écoute, tu sais. Tout ça n'est qu'une présentation au final. Hein. Voilà, ouais. Après, il y en a toujours qui vont dire, ouais, bon, le métal, ça doit être comme ça, comme ci. Ben non. Écoute, Season of the Abyss de Slayer, quoi. Il y a que du bas. La grosse caisse, elle fait boum. Mais elle fait pas clic du tout. Exact. Roots de Sepultura, KOCD. Bah, c'est tout Andy Wallace, ça, évidemment. Ah ouais. Mais c'est des piliers du métal. Mais ça sonne pas très métal du tout, quoi. Non, absolument. Mais cool. C'est métal dans l'attitude, quoi. Yes, c'est ça, dans l'attitude, Ce qui est le plus important. Enfin, Punel,
t'écoutes un peu ce qui sort aujourd'hui dans le métal, peut-être un peu plus alternatif, que ce soit Vola, les Proust, tu as des trucs un peu plus prog. Ah, j'adore Vola, quoi. Ce dernier album, il est j'adore incroyable. aussi, c'est incroyable. Ouais. Et pourtant, ça aurait pu sortir sur un album pop. Complètement. En fait, c'est un album pop. Ouais. Et il n'y a aucun problème, quoi. Donc, Ouais. la puissance est là. Ouais, non, ben c'est vraiment. Du coup, pour finir, peut-être, je reviens toujours à ce truc, mais pour Vas-y. peut-être tous les gens qui veulent faire du mix, c'est vraiment ça en fait le challenge. Surtout maintenant, il y a tellement de. Tu sais, tu t'écoutes un groupe, je sais pas, t'écoutes le Black Album, après t'écoutes l'album de Vola, après t'écoutes du Sleep Token, après t'écoutes du Slayer, après t'écoutes du Linkin Park. C'est des productions tellement différentes, Ouais. à Rien à des voir. années-lumière, Yes. mais qui sont tous un peu dans le même style, qui sont catégorisés métal. Au bout d'un moment, il faut choisir qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Et même moi, j'en souffre des fois. Je suis là, attends, est-ce que je vais partir sur une batterie méga samplée? Est-ce que je vais quand même utiliser des vrais amplis? Ou est-ce que je prends l'Axe-FX pour que ce soit un peu plus moderne? Est-ce que je vais regarder une vidéo de Nail the Mix pour savoir comment ils font ce truc hyper fort? Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça le truc. Mhm. Donc, c'est ça. Et aussi, après, si tu veux continuer là-dedans et avoir tes propres clients et tout, c'est un peu prendre toutes les informations, faire le tri et puis je vais pas dire un son à toi, c'est un peu cliché, mais faire un peu un truc qui te ressemble à toi, où tu as des mecs qui vont dire ah, j'aime bien le son de cet album, tiens, allons chez lui. Parce que j'entends beaucoup de choses actuellement qui sonnent un peu tous pareil, tu vois. C'est ok, j'ai pris ces samples de caisse claire, ce On truc est d'accord. de guitare, j'ai laissé ces plugins là. Puis oui, ça sonne super bien, mais j'ai déjà entendu 14 fois. Ouais. Donc, Yep. Là récemment, on est en mode vieux râleur par rapport au métal. Depuis Ah quelques années, je me retrouve un peu boomer, quoi, en mode tout sonne pareil. Mais bon. tout sonne pareil, mais après, si t'écoutes le néo-metal à l'époque, ils disaient ça aussi, tout Bien sonne sûr. pareil. Mais c'est vrai que les groupes avaient quand même une certaine identité à eux, quoi. Que c'est assez difficile de. Surtout quand on. Six quand jours on des se fois souvient pour que- dire attends, ouais, mais c'est ce groupe. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Je voulais demander, du coup, je sais que c'est très difficile de répondre à ça soi-même, mais ce serait quoi le descriptif de ton son à toi? On va peut-être finir là-dessus. C'est quoi? On me dit beaucoup que j'ai un super low end. Et c'est vrai que je fais attention à ça, quoi. Mhm. On me dit quoi? C'est souvent on me dit ouais, attends, la basse, le kick ça descend bas, c'est punchy. Cool. Ouais, punch dans le low end, c'est vrai. Moi j'aime bien quand le kick il fait ta. Tu sais que t'as un grand truc qui te fait dans les tripes, quoi. Ce qui crée des fois des petits problèmes en live avec Gojira, donc ceux qui sont assez devant la scène, ils se ramassent que du kick. Parce que j'y vais assez fort avec les subs des fois. Donc des fois j'entends dire j'entendais que la grosse caisse. Je dis ah ouais, désolé, mais de nouveau c'est des choix. Ouais, Tu vois, je peux pas faire un méga mix pour les gens de devant et les gens de derrière, quoi. Donc les gens de devant, ben j'ai les side fills, donc je les mets les plus forts possibles. Les front fills, pour qu'ils entendent quand même la voix, mais t'es quand même devant des gros stacks de subs, puis je fais un kick assez présent, Bah ouais. donc ouais, ça va vibrer, quoi. Mais j'ai besoin d'avoir cette sensation-là où je suis, et que tous les gens autour de moi aient cette sensation-là aussi, Mhm. pour dire, oh putain, ça kick, ça envoie, tu vois. Mais de nouveau, c'est des choix, c'est la vie, et le mix est vraiment fait que de choix. C'est beau ça. Ouais, c'est ça le secret, quoi. Voilà, on va. Je pense que. Ouais, voilà. Je vais en faire un TikTok de Finissons ça, sur tu vois, juste ça, 5 secondes, voilà. Jeanne Meyer t'explique la vie. Cool. Ouais. Merci beaucoup. C'est super cool, merci. Hein. Vraiment, c'était un plaisir de te parler. Merci à vous. Et une petite anecdote, j'étais à. Mon pote Marc qui m'a prêté ce pied de micro, j'étais manger avec lui à midi. Et je lui ai dit que je faisais une interview, mais je lui ai pas dit que c'était pour votre chaîne, l'Académie du Gros Son. Mhm. Et il est musicien, puis il commence à me parler. Ouais, je regarde cette chaîne YouTube, l'Académie du Gros Son. Je dis, ah, mais attends, mais je fais une interview pour vous. Il fait, quoi? Je fais, ouais, oh, je regarde tout le temps, ils sont hyper cool et tout, j'adore. Ça fait plaisir. Oh, c'est méga sympa, ça, nice. Il m'a dit dans les chaînes francophones, c'est la meilleure, quoi. Oh, c'est super gentil. C'est, Écoute, ça nous touche beaucoup. Donc Un bravo. grand merci à Marc. Ça fait Voilà. vraiment Ouais, je plaisir. dirais alors. Ouais. Nice. Merci beaucoup. Mille merci. Ça marche. Ciao, Et ciao. bonne journée, les gars. Salut aussi. Bye bye.